moi je m'appelle Vincent Frely, mais mon nom complet c'est Vincent Dominique Gualbert Frely. Alors au Mali on m'appelle Mansour, au Togo on m'appelle Napo, en Roumanie on m'appelle Vassilé et en Grèce maintenant on m'appelle Basile, un nom orthodoxe. Frely donc. Et mon métier c'est... J'essaye de faire des films depuis 30 ans, j'essaye. Je ne crois pas encore être arrivé à faire un film correct. Maintenant, je filme les gens, je suis cinéaste, j'écris les films et puis des films documentaires. Et souvent, je les filme moi-même, les gens, donc, ou les sujets. Donc voilà, je suis un cinéaste, ce qu'on appelle un cinéaste. Voilà. Sinon, je viens du Sundgau, ça c'est tout au sud de l'Alsace, c'est là où il y a les sauvages. Les gens de Strasbourg nous traitaient souvent d'Indiens. Moi, ça me va bien, je suis content d'être un Indien. Et donc le Sundgau, dans la partie vraiment, tout au fond du Sundgau, après Altkirch, Mulhouse est à 1 heure de route, de chez nous encore quasiment, et on est vraiment à côté de la Suisse, dans une partie du Sundgau qui est déjà le Jura alsacien et qui s'appelle la Joie, et qui était liée à la Suisse. Voilà, la Joie. Donc je m'appelle Frely, je suis un Frely, et puis en plus... Je suis un joyeux et en plus de la joie, donc. Voilà. Je pense qu'être alsacien, c'est très difficile d'être alsacien, dans le Sundgau comme ailleurs. Parce que, en fait, l'Alsace, c'est mon pays. C'est vraiment mon pays, l'Alsace. C'est vraiment... Je la porte en moi. Je pense qu'elle ne me porte pas, mais je la porte en moi. Et en même temps... Je trouve que l'Alsace, elle ressemble vraiment à ce qu'elle est géographiquement, c'est-à-dire elle est extrêmement longue, 190-200 km de long, on dirait une bite en érection. C'est merveilleux, mais en même temps, il y a des œillères avec les Vosges d'un côté, la forêt noire un peu plus loin de l'autre côté. Et je crois que ça manque d'horizon, l'Alsace. S'il y a un horizon à trouver en Alsace, c'était autrefois par rapport à sa terre, à ses profondeurs, au ciel. Mais après, peut-être que être alsacien, c'est très dur parce que c'est un paradis. L'Alsace est un paradis, et dans ce paradis, je ne sais pas pourquoi, Dieu, ou celui qui a créé les choses, ou je ne sais pas qui, a mis des gens qui ne méritent pas peut-être le paradis, en tout cas qui ne se rendent pas compte qu'ils vivent au paradis. Je pense que... Donc c'est difficile, c'est rempli de paradoxes, c'est rempli de contradictions comme ça profondes. On a tout pour être heureux en Alsace, mais on ne se rend pas compte. Être alsacien, ça c'est une question vraiment difficile, parce que, quand je dis je porte en moi l'Alsace, c'est-à-dire que là où je vais, je voyage beaucoup pour mon métier, j'ai eu cette chance-là. Là où je vais, je parle de l'Alsace. Là où je vais, que ce soit en Islande, Amérique du Sud, Afrique, pays de l'Est, je parle de l'Alsace. Parce que c'est toujours, c'est plus qu'un Heimat, c'est mon pays, c'est vraiment mon pays. Mais en même temps, je pense que ce qui me fait vraiment aimer l'Alsace, c'est de la quitter régulièrement. Et ça, pour moi, c'est important parce que d'aller au-delà, justement, de ces œillères qu'on peut avoir et d'aller voir ce qu'il y a au-delà, trouver des horizons. Et quand on arrive au bout d'un horizon, chercher un autre horizon encore. Et ça me permet d'être vraiment un vrai Alsacien, je veux dire, avec malheureusement un peu la langue qui est partie. Verstandskanskurt, Elsassitisch, aber fürs Reden, es ist sehr schwer für mich. Richtig sehr schwer. Parce que mes parents étaient vraiment dans cette génération où on leur a interdit de parler alsacien à l'école, et puis on avait le même instituteur, mes parents et moi, on avait le même institut qui a continué cette politique d'interdire l'alsacien. Et donc mes parents sont rentrés dans ce jeu, ne nous ont pas parlé alsacien, alors qu'ils parlaient un alsacien merveilleux, magnifique, et l'instituteur d'ailleurs qui prônait ça n'était pas un Français, c'était un Alsacien. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'être un Alsacien, parce que je pense le pire ennemi de l'Alsacien, c'est l'Alsacien lui-même. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça c'est Louis Chitli dans son film Kota. Il a cette réplique, et je trouve qu'elle est très juste, elle est très forte,
elle est très dure. Donc être alsacien, pour moi, être alsacien, ce serait d'abord d'être le produit de toute cette histoire qui s'est passée en Alsace, d'être le fruit d'une ouverture sur le monde, de ne pas avoir de frontières, justement. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de frontières entre l'Alsace et l'Allemagne et tout ça, ça n'existait pas. Donc d'être sans frontières, d'être généreux, d'être accueillant, d'être un homme avec un grand H qui reconnaît les autres hommes et qui les accueille, alors qu'aujourd'hui, l'Alsace, avec le vote Front National, extrême droite, nasillard, ça m'est difficile de dire parfois que je suis alsacien, parce que c'est aussi ça l'Alsace. Et c'est de façon incompréhensible. Encore une fois, c'est un paradis, c'est un vrai paradis, mais un paradoxe paradisiaque rempli parfois de hornox. D'imbéciles, d'idiots qui ne comprennent pas qu'ils vivent au paradis, et puis ou alors qu'ils le comprennent peut-être trop, et puis qu'ils veulent se replier sur eux-mêmes, et puis rester juste entre eux. Mais dans ce cas-là, la consanguinité nous guette, et ça peut être terrifiant. Kota, c'est un film de Louis Chitli et Daniel Schlosser. C'est Louis Chitli qui a écrit le scénario du film. Et effectivement, dans ce film, y a une mise en doute comme ça de ce que peut représenter la ville, l'urbanité. Parce qu'il faut bien comprendre d'où on vient. Chitli vient du Sungo comme moi, Louis. Et moi, je viens encore du Sungo plus profond que Louis. C'est-à-dire que lui, il n'était pas loin de la ville. Il était à 18 km de Mulhouse. Nous, on est à 1 heure, à 50 minutes de route de Mulhouse. Donc moi, je viens de Liebsdorf, le village de l'amour. Et là, mes parents étaient petits paysans, mais vraiment des petits paysans, exactement les petits paysans dont parle Louis dans son film. Les mêmes dont il parle dans son livre Nestla, ou Un automne sans Kolchik. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est rencontrés avec Louis, c'est mon histoire, l'histoire de mes parents qu'il raconte dans Kota et qu'il raconte dans Nestla. Et alors pour nous, la ville, le rapport à la ville était toujours très, très ambigu. Nous, on n'avait pas besoin de la ville pour vivre. La seule fois où on allait en ville, c'était 1 fois par an à Mulhouse pour acheter des vêtements un peu pour le dimanche. Il fallait aller être un peu mieux habillé, donc on allait 1 fois dans l'année à Mulhouse. Et sinon, c'était parfois pour aller à l'hôpital, à Altkirch. Mais on n'avait pas de rapport avec la ville. Et ce qui venait de la ville nous était un peu suspect. C'est-à-dire qu'on avait bien compris qu'à un moment donné, le discours que la ville ramenait vers nous, c'était qu'on était des ploucs, c'était qu'on était des gens absolument pas modernes. On ne savait pas vraiment ce que c'était la modernité, on ne sait pas ce que c'est vraiment être moderne. Mais quand même, c'était un peu la ville qui nous agressait. C'était pas tellement la campagne qui agressait la ville. Et donc il y avait une suspicion comme ça. Et ça, on le ressent bien dans le film de Kota. Quand la marraine, Kota ça veut dire la marraine, le rôle principal du film, qui était tenu par la maman de René Nicolaïni, quand elle va en ville, c'est pour chercher de l'argent, pour payer ses impôts, pour aller chercher un truc à la mercerie, parce que ça, il n'y en avait plus trop dans les campagnes. Mais c'est un rapport utile qu'on a à la ville. Mais il y a quand même un discours comme ça, effectivement, qui est suspicieux par rapport à la ville, parce qu'on sait que dans la ville, le monde moderne est déjà arrivé. Donc les discours qui viennent d'Allemagne ou de France, mais modernes, ce que nous n'étions pas. Et c'est ce que j'ai découvert aussi quand j'ai vécu quelques années à Paris. Quand j'ai vécu à Strasbourg, c'était vraiment drôle, justement, d'être traité même encore... donc moi, je ne suis pas très vieux, mais d'être traité par les Strasbourgeois d'Indiens, et d'être un peu méfiant de ces sauvages sungoviens, quoi. On nous voyait quand même encore comme des sauvages, il y a une vingtaine d'années à Strasbourg. Donc c'est toujours le regard de la ville qui parfois est un peu brut de décoffrage sur les gens de la campagne. Les gens de la campagne sont un peu plus ouverts, je trouve. Maintenant, ça a tendance à changer. C'est vrai, maintenant, la ville change aussi. Le film de Louis... C'est vraiment après 68. Louis Chitli revenait du Biafra, où ils ont, suite à ça, avec Kouchner, ils ont créé Médecins sans frontières. Je ne vais pas raconter le Biafra maintenant, mais enfin, c'est une guerre avec... C'était la première guerre où la famine était utilisée comme une arme de guerre par les belligérants.
Et donc, évidemment, c'est les plus pauvres, les villageois, les paysans qui souffraient de ça. Et donc, Louis Chitli venait de faire mai 68. Et au lieu de partir ou de s'installer pour devenir un médecin avec une belle plaque, gagner beaucoup de pognon, il a décidé, lui, de partir au Biafra, de rejoindre une équipe médicale pour la Croix-Rouge. Il a rencontré Bernard Kouchner et d'autres, plein d'autres médecins courageux comme ça qui étaient partis. Et donc, il avait quand même ça déjà dans les dents. Puis après, il avait enchaîné avec le Vietnam, et quand il est revenu du Vietnam, il avait fait un constat. Il avait constaté que, quel que soit l'endroit du monde où il allait, ceux qui se prenaient les bombes et les balles, c'était les paysans, les villageois, les petites gens à la campagne. Et ceux qui portaient les armes, c'était déjà des gens PSR élite, c'était des gens plus de meilleures conditions, on va dire. Mais les petites gens, c'est ceux qui se prennent les balles, ou la famine, ou les bombes. Et donc, pour dire ce qui se passe dans Kota, dans le film de Louis, en fait, Louis voulait prévenir les gens ici, où il y avait encore une belle petite paysannerie dans les années 70-75. Il y avait vraiment une jolie petite paysannerie dans toute l'Alsace encore. Et lui voulait prévenir ces petits paysans de ce qui pouvait leur arriver. Faites attention, voilà ce qui se trame. La fin de la petite paysannerie. Et je dois dire qu'il était visionnaire en ce sens. Donc le Kota raconte l'histoire d'un retour à la terre, d'un jeune couple qui gagne très bien sa vie en ville et qui fait le choix de laisser tomber l'argent et revenir à la campagne, revenir dans une ferme pour retravailler la terre. C'est l'histoire de beaucoup de 68 arts. Et donc il fait ça en langue alsacienne, tout le film est en langue alsacienne, donc il défend aussi cette langue alsacienne merveilleuse, la culture paysanne, la langue alsacienne qui est liée à la culture paysanne, et tout ça, évidemment, l'écrin de tout ça, c'est le village. Et donc ça, c'était encore l'époque où il y avait, on peut dire que Kota, c'est encore un témoignage du temps où nous étions un peuple. Alors moi, j'avais fait un film qui était un peu le contrepoint de Kota, qui s'appelle Liebsdorf City. Alors Kota, ça montrait encore comme nous étions encore un village, comme les villages existaient encore. Et ces villages étaient justement liés à la vie paysanne, aux paysans, au travail de la terre, aux gens qui vivent et travaillent dans le village. Et longtemps après, je ne sais pas combien d'années, je ne sais plus quand c'était, mais j'ai fait moi un film documentaire qui s'appelle Liebsdorf City. Donc j'avais fait plein de films un peu à gauche, à droite, et un jour je me suis dit, il faut aussi faire un film sur mon village pour montrer ce qu'est devenu un village en Alsace aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a plus de village en Alsace. J'affirme dans Liebsdorf City qu'il n'y a plus de village en Alsace, justement. Parce qu'il n'y a plus de gens qui travaillent au village, pratiquement plus, à part peut-être un restaurateur, s'il y en a un, ou un boulanger, rarement, très rarement. Mais Liebsdorf, par exemple, c'est devenu pire qu'un village dortoir, c'est devenu un village loisir. Les gens viennent pas seulement dormir et rien faire, mais à un moment donné, il y a des gens qui arrivaient dans le village qui voulaient absolument retrouver tout ce qu'on pouvait trouver en ville. Donc ils s'inventaient ça, mais évidemment avec pas les moyens de la ville. Liebsdorf, c'est un village extrêmement pauvre. La seule ressource qu'avait le village, c'était le bois, qui aujourd'hui ne vaut plus rien, donc et qui est géré autrement par l'ONF. Donc il n'y a plus de ressources au village. Aujourd'hui, le village, par exemple, là j'ai appris ça la semaine dernière, le bâtiment, l'école du village, qui appartient encore à la commune. L'école, évidemment, a été fermée. Les gens se sont mobilisés pour la transformer en bibliothèque, ce qui était une très belle idée. On se dit, tiens, c'est un moindre mal. Et les gens se retrouvent là, du village, pour emprunter des livres et tout ça. Et là, par manque d'argent, la commune, maintenant, est obligée de vendre ce bâtiment qui leur appartenait, parce qu'ils n'ont plus les moyens de l'entretenir. Donc on se dit, c'est vraiment une dégringolade. On voit des communes extrêmement riches, notamment autour de Strasbourg. Les communes sont tellement riches qu'il y a une médiathèque dans chaque village, dans chaque petite ville, il y a une médiathèque. Mais chez nous, on n'a même pas d'argent pour payer le chauffage de la bibliothèque, quoi. Si vous voulez parler de Kota, le curé, déjà, le rôle est tenu par René Nicolas Hény. Alors ça, c'était déjà audacieux de la part de Louis de faire ça. Parce que Hény, évidemment, c'est un personnage extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de
le rencontrer, de le connaître, de passer du temps beaucoup avec lui, c'est un fou furieux, c'est un anarchiste, il est capable de tout, il n'a ni Dieu ni maître, même s'il était devenu très croyant orthodoxe et qu'il vivait en Crète, et qu'il allait tous les dimanches, et même tous les jours à Plaka, là où il habitait, à l'église du village, il avait vraiment une foi. Et il a la foi, il avait la foi, maintenant il est mort. Mais à l'époque, il n'avait pas tellement, à l'époque, il avait plutôt la foi dans l'argent et dans la littérature, et dans la folie des acteurs, et dans la folie théâtrale, et enfin c'était un personnage vraiment incroyable. Donc déjà confier ce rôle du curé, qui normalement est un peu un sage dans le village, à Hénie, c'était déjà osé de la part de Louis. Mais alors dans le film, le curé a un rôle un peu particulier. En général, Louis tapait sur les instituteurs, mais là, il a confié le rôle de l'instituteur à un de ses meilleurs copains de l'époque, qui était Georges Schreitzer. Donc l'instituteur, il est super, il est bien, il est un personnage positif du film. Mais ce qui est marrant, c'est que le rôle qu'il attribue habituellement à l'instituteur, celui de vecteur de la langue française et puis de cheval de Troie de la France dans un village, là, il fait jouer ce rôle-là au curé, donc à Hénie. Et donc, dans le film, le curé moderne qui arrive avec sa belle voiture et tout ça, vient faire sa messe, mais en français. Il a cessé de parler l'alsacien, alors qu'il le parle très bien, mais il ne fait plus la messe en alsacien ou en latin, tout est devenu moderne. Et ça, c'était une grande critique que Louis faisait. C'est pour ça qu'il a quitté aussi l'Église catholique. Lui, il était baptisé catholique quand il était enfant. C'est parce qu'il y avait cette volonté de plaire en permanence et donc de suivre les modes quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est un reproche qu'il faisait à l'Église d'avoir cessé de faire la messe comme elle avait toujours été faite, mais de passer à la langue française pour essayer de séduire, toujours de séduire. Et ça, ce rôle de séducteur, c'est bien à Hénie. Et par contre, à la fin du film, il lui donne quand même une chance parce que le salut, quand ils sont poursuivis par les flics pour avoir enlevé les plaques de rue du village, ils vont quand même demander asile à l'église, comme on a le droit. Et là, c'est quand même Hénie qui les sauve, entre guillemets. Donc, il le réhabilite un petit peu comme ça. Il en fait un personnage un peu ambigu. Mais c'est assez drôle, c'est vrai, parce qu'il y a toute cette complicité. C'est ça. Alors, moi, la chance que moi j'ai eue dans ma vie, c'est à 19 ans de rencontrer Louis. Et donc, très vite après, Hénie. Et donc, ça fait maintenant, oui, plus de 30 ans, 35 ans que j'ai passé énormément de temps avec ces deux-là. Et les voir les deux ensemble, l'Alsacien magnifique qui parlait l'un avec l'autre, le français merveilleux qu'ils avaient, les références, enfin c'était deux professeurs pour moi magnifiques, merveilleux quoi. Et donc ça, on voit leur complicité dans ce film, dans le quota, mais évidemment dans la vraie vie, elle allait encore beaucoup plus loin. Je me souviens d'avoir fait des voyages avec eux, c'était extraordinaire. On déconnait du début de la journée il n'y avait pas d'heure. Et puis c'était très alcoolisé, c'était bien aussi ça. Mais c'est vraiment... Ça a changé ma vie de rencontrer Chitli et Hénie. Ça, c'est vraiment... Sinon, j'aurais peut-être été instituteur comme mes deux frères ou ma sœur. Mais de les rencontrer, ça a vraiment... Je ne veux pas dire... Mes frères et sœurs, ils ont fait leur choix. Ils sont vraiment... ils ont une vocation. Moi, je n'en avais pas. Mais ils m'ont appris, Chitli et Hénie, justement, c'était des gens qui ont fait BSC, qui ont enlevé les œillères. Avec eux, on voyait que justement, c'était, oh purée, les horizons qui s'ouvraient. Et quand on a 19 ans, là, on comprend vraiment que le terrain de jeu peut être autre chose que le Sundgau, peut être autre chose que l'Alsace, et puis le terrain de jeu peut aller très très loin, quoi. Il n'y a aucune limite. Et cette anarchie-là me plaisait énormément. Ça a été vraiment deux professeurs extraordinaires, deux amis qui ont changé ma vie. Chitli est pire, hein. Hénie était raisonnable. C'était le raisonnable du couple, on va dire. Quand je dis couple, il n'y a pas d'ambiguïté, mais dans ce couple d'amis, Hénie était celui qui était raisonnable, on va dire.
Chitli était plus profond. On va dire, si Héni était le corps et Chitli était l'âme. Et c'est assez marrant parce que Louis est médecin d'abord et Héni était écrivain. C'est vraiment l'écrivain. L'un nourrissait l'autre, mais je pense que Louis nourrissait plus Héni parce que Héni avait quelque part un petit peu trahi en allant à Paris. Et donc, on savait que dans son écriture, moi j'ai lu presque tous les livres de Héni, et on voit qu'il y a une espèce de séduction vis-à-vis du monde littéraire parisien. Et je comprends bien ce qu'il voulait faire là. Mais en réalité, Chitli, il écrivait plus utile, on va dire, pour le peuple dans lequel il est resté, l'Alsace, les Alsaciens, même si ce qu'il écrit est valable bien ailleurs que l'Alsace. Et dans ce fonctionnement de ce que moi j'ai pu voir dans ce couple d'amis, dans ce trio parfois qu'on avait la chance de faire, c'est vraiment Louis qui était le moteur et celui qui faisait planer un peu plus haut que Héni, qui était absolument capable de toutes les folies, ça c'est vrai, mais qui nourrissait pas assez son âme. C'est-à-dire que quand il écrivait, il faisait joli, il avait des trouvailles extraordinaires, il était un inventeur de la langue merveilleux, un réinventeur permanent. Il écrivait presque que en français, mais on sentait toute l'Alsace qui était en lui à travers ses inventions linguistiques. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Mais celui qui donnait de la profondeur à ce discours, c'était Louis. Curieusement, c'était celui qui était moins écrivain enfin, moins écrivain dans le sens où il a écrit moins que Héni. Héni a écrit des kilomètres, je ne sais pas combien de fois il a fait le tour de la Terre avec sa plume, mais c'est incessant. C'était écrire comme il respire. Et chez Louis, il écrit moins, parce que peut-être il est un peu plus feignant de ce côté-là, ce que je lui reproche d'ailleurs parfois. Mais en tout cas, quand il écrit, il veut écrire utile, avec un message et avec de la politique réellement dans son écriture. Et donc, les voir fonctionner ensemble, c'est pour ça qu'ils fonctionnaient bien, parce qu'ils étaient vraiment très complémentaires. Et l'un nourrissait l'autre. Mais encore une fois, je pense que Louis c'était aussi il était concret. C'est pour ça qu'il est parti au Biafra, au Vietnam, en Afghanistan, au Sud-Soudan. C'est pour ça qu'il est allé plus loin, parce qu'il fallait des actes et pas seulement des paroles, justement. Et voilà, moi mon enfance dans le Sungo, ça a été merveilleux parce qu'il y avait ces deux-là. Parce que d'un seul coup, bon sang, quand on est un peu mal à l'aise dans son enfance comme ça, moi j'écrivais des pièces de théâtre qui ont été jouées comme ça, mais au niveau du village, pas au-delà, quoi. C'était pas sans prétention, c'était pour faire quelque chose ensemble. Et à un moment donné, je travaillais à Altkirch. Altkirch se prétend capitale du Sungo, mais on n'a pas de capitale dans le Sungo, c'est impossible. De toute façon, on n'en veut pas de capitale, ça nous fait chier les capitales. Et quand même, je travaillais un peu à Altkirch, et là, j'avais des copains. Et là, je voyais que ces copains, ils s'emmerdaient, mais j'ai jamais vu des gens qui s'emmerdaient à ce point-là, quoi. Je dis, moi, je bossais la journée à Altkirch, le soir, j'allais voir des films au cinéma. J'aidais mon père à la ferme, les samedis, dimanches, il y avait tout le temps du travail. Enfin, on se faisait jamais chier, quoi. Nous qui venions d'un village, quoi. Et mes frères, ma sœur, c'est pareil, on bossait tout le temps. Nous, à la ferme, avec mes parents, moi, je suis jamais parti en vacances avec mes parents, c'était pas possible. Et les étés, on faisait les foins, le regain, les patates, enfin les moissons, tout ça, on n'avait jamais le temps de partir en vacances. Donc moi, je suis jamais parti en vacances avec mes parents, mais quand j'ai commencé à voyager et à faire des films, c'était toujours dans l'idée de le montrer à ceux qui n'ont pas pu partir. Donc quand je suis parti très vite en Afrique avec Louis, après l'avoir rencontré à 20 ans, je faisais un premier film en Afrique, au Mali, Côte d'Ivoire, tout ça. Enfin, et là, c'était vraiment pour un film que je faisais pour mes parents, pour leur montrer comment c'était, comment les gens bossaient, comment c'était des gens courageux, enfin, qu'on croisait dans les petits villages sans eau, sans électricité. Et ce film avait été montré à la télévision sur France 3. Et donc après, j'en ai fait d'autres. Mais toujours dans cette idée de faire des films que j'espère utiles, avec un message, avec une volonté de montrer quelque chose et d'essayer de
de partager les découvertes qu'on peut faire aux gens qui peuvent moins voyager, et puis toujours avec l'espoir que ça puisse aider à la curiosité, aider à l'éveil des gens et aider disons, à les rendre, oui, vraiment plus curieux du monde. L'Alsace, c'est ce que je disais un peu au début, hein, mais c'est vrai, pour moi, c'est une source d'inspiration énorme, gigantesque. Mais que je la vois s'imprimer un peu partout, justement dans les écrits de Henny, mais par exemple dans ce qu'écrivait Bashung, même en français, même s'il écrivait en français, mais les jeux de mots qu'il a dans ses chansons, il y a de l'Alsace partout dans ses chansons. Je ne parle même pas d'Alsace Blues, mais de tout le reste. Et en même temps, donc l'Alsace est une source d'inspiration extraordinaire. J'ai eu la chance de faire, par exemple, un film sur l'histoire des Juifs au Moyen-Âge pour Arte. Et dans ce film, je découvrais un peu plus que l'Alsace, c'était vraiment la Silicon Valley du Moyen-Âge. C'était vraiment la vallée où il fallait être, ce place to be, où les choses se passaient. Pour tout. L'invention de l'écriture est arrivée ici, de l'imprimerie est arrivée ici, c'est pas par hasard. Et puis tous les grands intellectuels de l'époque se retrouvaient ici, et puis l'histoire des humanistes, avec quelques salopards dans les humanistes aussi, mais il y avait tout ça, ça se passait en Alsace. Donc encore une fois, c'est un paradis, c'est une terre où tout est possible. Et en même temps, l'Alsace ressemble à l'albatros de Baudelaire. On a l'impression une fois qu'elle est posée, elle n'arrive plus à s'envoler parce qu'elle a les ailes trop grandes, ou le vent trop gros, ou je ne sais pas, mais enfin il y a quelque chose qui se passe qui l'empêche de s'envoler. On a en Alsace vraiment tout ce qu'il faut pour être généreux, ouvert, pour inventer, pour donner. Et pourtant, je ne comprends pas, quand on regarde les votes en Alsace, alors il y a des choses merveilleuses qui se passent, justement des villes de plus en plus écolos, des trucs comme ça laisse un espoir. Mais ce vote d'extrême droite en Alsace qui est de plus en plus haut, et je sais de quoi je parle, dans mon village qui s'appelle Liebsdorf, le village de l'amour, les dernières élections, il y avait 74% de vote extrême droite, le plus fort taux en Alsace. Donc c'est un village qui va devoir changer de nom, qui ne doit plus s'appeler le village de l'amour, mais le village de la haine. Mon village va devoir s'appeler Haasdorf, pas Liebsdorf. Ça ne veut plus rien dire, Liebsdorf. Et puis on a des belles légendes de création de villages pour le Liebenstein et tout ça, où il y avait une histoire d'amour. C'est pour ça que mon village s'appelle le village de l'amour. Mais ça me fait peur en Alsace. Et ça, je ne le comprends pas en Alsace. Une région riche, je crois que c'est une des régions où il y a le plus de piscines individuelles. Enfin, les gens sont riches, il n'y a que des grosses bagnoles, des grosses maisons. Pratiquement, à Liebsdorf, où il y a 74% de vote extrême droite, il n'y a que des grosses maisons, des gens qui travaillent en Suisse. D'ailleurs, ils vont tous travailler à l'étranger. Que faut-il penser de ça ? Et malgré tout, ils votent extrême droite, comme s'ils voulaient se replier, mettre une muraille. Et ça me déchire. Vraiment, ça me déchire. J'ai du mal à dire... je suis alsacien. Mais cette Alsace-là, celle qui se replie sur elle, celle de Unserland, celle qui veut rester entre eux, se reproduire entre eux, faire des enfants débiles parce qu'ils se reproduisent entre eux, ça me dégoûte. C'est une Alsace qui me dégoûte, celle-ci. Et moi, je sais que l'Alsace n'est pas ça. Donc c'est peut-être un mauvais passage. J'espère autre chose. Je continue à faire des films pour essayer d'ouvrir vers autre chose. J'espère que ça sert un peu. Mais je ne sais pas. J'aime l'Alsace de Ungerer. J'aime cette Alsace-là. J'aime cette Alsace qui est un peu folle, qui se nourrit de toutes ces cultures, françaises et allemandes, et puis qui invente quelque chose avec ça. Et là, on a l'impression qu'elle se replie de plus en plus sur elle, qu'elle semble se suffire à elle-même, et ça, c'est la mort assurée. C'est pas une Alsace intéressante, celle-là. Bon, le Grand Est, c'est... Encore, moi, j'aime pas les drapeaux. Donc, quand on fait des projections parfois de quota ou d'un de mes films, il y a un drapeau Wissunrot au fond de la salle.
Et alors je dois à chaque fois mettre les points sur les i par rapport à ça, pour dire aux gens que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un drapeau monégasque. Mais enfin bon, pourquoi pas? Parce que c'est monégasque aussi, ou parfois je dis polonais, parce que c'est polonais aussi. Mais je trouve les drapeaux... on devrait... L'Alsace dans le Grand Est est une aberration. Le Grand Est est une aberration pour la Lorraine et pour les Ardennes, pas seulement pour l'Alsace. Mais voilà, on avait fait ça, ça a été fait pour faire des économies qui n'ont pas été faites. Ça a été fait pour essayer d'avoir des grandes régions qui puissent répondre aux régions allemandes. Visiblement, ça n'a pas marché. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ironie des journalistes des dernières nouvelles d'Alsace qui ont fait, au moment de la création du Grand Est, le trajet de Saint-Louis jusqu'à Givet dans les Ardennes. Ben, ils ont eu du mal à y aller à Givet parce qu'ils ont mis 17 heures, je crois, par les trains pour arriver jusqu'à là-haut. Donc qu'est-ce que ça veut dire, une région comme ça? Ça n'a pas de sens. Évidemment, ça n'a pas de sens. Mais maintenant, encore une fois, si c'est ça notre seul problème en Alsace, alors c'est qu'on n'a pas de problème. Pour moi, le Grand Est est une aberration, mais ce n'est pas un problème. Moi, je préférerais qu'on rêve à d'autres choses, à d'autres inventions. Pourquoi pas des régions transfrontalières, plus européennes. Quand j'avais fait mes premiers voyages en Afrique, j'avais aussi découvert quelque chose grâce à Chikli. Avec Louis, c'est toujours marrant parce qu'on est toujours dans plein de milieux très différents. Moi qui suis fils de paysans, de petits paysans de Libzoff, on n'était toujours que dans un seul milieu. Et quand on était en Afrique, un soir, on était invité chez le ministre de la Santé en Côte d'Ivoire. Là, il fallait manger proprement, ce qui était un gros problème pour moi. Et le lendemain, on était dans un petit village où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Et là, j'avais découvert un truc qui me plaisait vraiment beaucoup, c'est que je me sentais vraiment à l'aise, non pas chez les gens modernes, voilà, où il fallait manger proprement, qui ressemblait plus à la vie d'ici que la vie en Afrique habituelle. Et le lendemain, donc, on était dans un village, au milieu de paysans. Et là, je me sentais à l'aise. Et là, je me suis dit, tiens, s'il y a une internationale ouvrière qui existe, eh ben, je découvre qu'il y a aussi une internationale paysanne qui existe. Et ça me plaisait beaucoup, cette idée-là. Donc moi, mon peuple, si vous voulez, avant d'être le peuple de l'Alsace ou je ne sais quoi, ce serait plutôt un milieu et ce serait plutôt le peuple paysan, le peuple des petits paysans. C'est ça pour moi qui est la référence. Et ma culture est celle-là, est celle-ci. Si on prend le film de Louis de Kota, ou bien si on prend ses écrits sur Nestla et tout ça, à l'époque, il était catalogué de réac par les gens de gauche et puis de gauchistes par les gens de droite. Et ça, c'est souvent le problème pour les gens de la ville qui n'ont qu'un bâton pour se tenir. Nous, à la campagne, vous savez, être paysan, ça n'empêche pas de lire et de s'informer et de s'éduquer ou d'apprendre des choses. Rencontrer des gens est aussi une forme d'éducation. Moi, je ne défends pas un peuple avec un drapeau. Je défends des gens... Enfin, moi, les films que j'ai faits, c'était toujours sur des gens simples, des gens qui vivent normalement selon mes critères à moi. C'est-à-dire des gens plutôt dans les villages. Je préfère filmer les gens dans les villages et des gens qui arrivent à vivre en autonomie. C'est plutôt des gens comme ça que j'ai filmé J'ai fait des films sur l'histoire, j'ai fait des films sur des artistes, et la plupart des films que j'ai faits, c'était sur le milieu rural, sur le monde paysan. En Roumanie, j'ai fait plein de films comme ça j'aimais beaucoup aller en Roumanie, dans le Maramureș, dans le nord-ouest du pays, parce que ça ressemblait à cette Alsace que j'étais en train de perdre. Quand moi j'étais enfant, il y avait encore des couples de bœufs au village, il y avait encore des gens qui travaillaient avec des bœufs. Une famille travaillait encore avec des bœufs, et les autres avaient des petits tracteurs. Mon père, il avait un petit tracteur, il n'avait pas les engins qu'ils ont maintenant, qui coûtent 300 000 € ou plus. Et donc nous, on était avec 12 hectares. Mon père, il nourrissait une famille, on était 7 dans la famille. Et donc, on n'a jamais manqué de rien. On n'est jamais parti en vacances, certes, mais on ne manquait jamais de rien. Et donc, moi, j'avais beaucoup d'admiration pour ce monde-là. Et moi, j'aurais voulu être petit paysan.
Mais on était vraiment dans cette époque charnière où ce n'était plus possible. Les gros arrivaient, ceux qui allaient commencer à faire du maïs. Et pour information, aujourd'hui, pour un maïsiculteur, il lui faut 300 à 400 hectares pour sortir un salaire. Et mon père, avec 12 hectares, il nourrissait 7 personnes. Donc c'est quand même marrant, ça, justement. Et alors, moi, c'est ces gens-là que j'aime, c'est ces gens-là que je comprends, c'est ces gens-là. Moi, je viens de ça, et c'est ceux-là qui m'intéressent encore de chercher à travers le monde. Le prochain film, c'est en Islande sur des petits pêcheurs. Avant ça, je venais de faire le portrait de Louis Chitli pour France 3. Mais avant, j'avais fait des films sur justement des petits paysans en Roumanie, à gauche, à droite, pour chanter encore peut-être un peu ce monde-là. Moi, j'aime bien. C'est toujours compliqué. C'est vrai que quand on vient de la terre et qu'on chante la terre et qu'on se réfère à ça, on est vite traité soit de réac ou bien de propriétaire ou je sais pas quoi ou de type de droite parce que c'est un peu notre référence. Mais il faut lire Ernst Wickert par exemple, qui est merveilleux, qui a lui chanté la terre dans tous ses bouquins, parlé des gens simples dans tous ses bouquins. Certains des passages de ses livres ont été repris par les nazis pour faire de la propagande, mais c'était pas avec son accord. Lui, il s'est retrouvé en prison parce qu'il avait pris parti contre les nazis. Et donc, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, il faut voir toute l'histoire. Il ne faut pas prendre juste un morceau comme ça. Et quand on lit Ernst Wickert, ou bien quand on lit Le Don paisible de Cholokov, il parle justement de ces morceaux de peuple, ou bien de ces endroits qui sont entre deux gros qui se font la guerre comme ça, et puis qui ne savent plus, qui avaient leur propre culture depuis des millénaires, mais que les gros arrivent et puis veulent assimiler. C'est l'histoire de l'Alsace, mais cette histoire-là n'existe pas qu'en Alsace. Et l'Alsace a peut-être un peu parfois, pour moi, ce défaut d'être un peu malgré nous, un peu trop incorporé de force. Je le comprends. Mais le côté psychanalytique où on revient sur le côté malgré nous, malgré soi, tous les paysans à qui on a mis un uniforme, personne n'avait fait le choix d'aller se battre. C'est tous des malgré nous. Les armées du monde entier sont remplies de malgré nous. C'est pas une histoire propre à l'Alsace. Et il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Donc oui, l'Alsace, qu'est-ce que c'est ? L'Alsace, c'est difficile. C'est un petit morceau de terre qui ressemble à un paradis où on a tout pour être heureux, mais on ne s'en rend pas compte. Ou alors, on ne s'en rend pas compte et on est le côté Hansem Schnogeler. C'est une chanson qui sied parfaitement à l'Alsace, ce côté Hansem Schnogeler. Il aime ce qu'il n'a pas, il rêve de ce qu'il n'a pas, et ce qu'il a, il ne le veut pas. C'est exactement l'Alsace. C'est une chanson merveilleuse pour l'Alsace, ça. Mais peut-être que après, pour moi, ce qui est pire, c'est peut-être ceux qui se rendent compte que c'est un paradis et qui veulent fermer les portes pour pas que d'autres rentrent. Ça, c'est peut-être pire encore, quoi. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faudrait que les politiques, que les sociologues, que les cinéastes, que les artistes devraient travailler plus parce que, encore une fois, l'Alsace est une terre merveilleuse, c'est un pays merveilleux, mais il faut travailler cet aspect-là sur l'humanité de l'Alsace parce qu'elle est en train de disparaître, l'humanité de l'Alsace. Parce que plus les votes d'exclusion vont grandir, moins cette Alsace sera belle. Elle ne correspondra plus à l'autre chanson que notre Alsace est belle. Ce sera fini, ça. Et ça, il faut faire très attention, quoi.